Évidemment, quand t'es RH, tu dis que tu auras toujours des moments pas forcément évidents à gérer. Tu vois, un licenciement, des problèmes de comportement dans une équipe, des décisions pas faciles à prendre lorsque l'entreprise elle va pas bien, par exemple. Mais tu n'es ni préparé ni formé pour bien gérer une crise. En ces temps inédits, le terme de gestion de crise est désormais sur toutes les lèvres. Alors dans Instant RH, on a décidé d'en faire le fil conducteur de l'entretien que vous vous apprêtez à écouter. Aujourd'hui, un échange sans langue de bois avec Jordan Defas, RH Manager chez Sandoz. Dans cet épisode, vous entendrez parler de la cellule de crise, d'e-réputation, de care, de solidarité et de la rupture du lien salarié-RH. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Jordan nous parle de son rapport au bien-être. Mais je pense qu'avec tout ce qui se passe, on est obligé de réinterroger notre rapport à cet équilibre. On est dans une période de crise qui naturellement crée des déséquilibres. Et par définition, on a besoin de care pour soi, de care pour les autres. Et donc, envisager un monde du travail qui serait totalement déconnecté de cette notion, ça me semble absolument pas pérenne. Mais la performance durable, elle ne peut pas se faire sans respect de certains équilibres. Si tu sprintes trop fort, si t'es dans le just do it cher à Nike en permanence, tu risques de te brûler les ailes, tu risques de te fatiguer et de pas pouvoir assurer une performance durable. Par contre, si ce que tu vises, c'est le marathon, pour reprendre toujours l'image du sport, il faut pouvoir t'entraîner sur le temps long, te réserver des moments de repos où tu récupères justement pour pouvoir être encore une fois performant sur la longueur. Nous sommes en 2021 et ça n'a pas dû vous échapper. Balance ta start-up, compte Instagram suivi par quelques centaines de milliers de personnes, épingle le nombre d'entreprises de l'écosystème start-up sur leurs pratiques managériales. Au grand jour, c'est cette plateforme publique qui se fait le lieu d'une libération de la parole. Libération de la parole dans un milieu souvent idéalisé, voire beaucoup fantasmé. De quel œil Jordan observe-t-il ces nouvelles pratiques ? C'est ce que j'ai voulu savoir. Avec le recul qu'on peut avoir par rapport à l'effet qu'a eu très fortement en quasiment 2 semaines Balance ta startup sur certaines organisations, moi j'ai tendance à dire que souvent ce qui se passe à l'intérieur, ça finit toujours par se voir à l'extérieur. Pour moi, Balance ta startup aujourd'hui, c'est juste un accélérateur et un révélateur d'une tendance de fond. Alors imaginez ne pas savoir la vérité sur ce qui se passe dans un endroit ou dans les endroits où on pourrait potentiellement travailler. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est juste plus du tout acceptable, à la fois pour les gens qui souhaiteraient postuler dans une organisation, et puis pour les clients, surtout, qui achètent les produits de ces organisations sans savoir des fois dans quelles conditions les produits sont réalisés. Mais pour moi, c'est un peu comme chaque scandale. Il faut faire très attention à éviter les amalgames. Pour moi, tout dépend de la vision que tu portes pour ton projet d'organisation. Et souvent, cette vision en start-up, elle est portée par des fondateurs. Et si tes fondateurs, ils ont des vraies valeurs, je te parle de celles qui les caractérisent en tant qu'individus et pas simplement celles qui sont affichées dans les campagnes de recrutement pour la marque employeur et autres, qu'ils ont construit leur projet non pas pour le revendre dans 5 ans et devenir rentier, mais pour laisser une trace, avoir de l'impact, que cet impact il soit encore une fois financier, mais aussi avec un impact et une vision de redistribution à la société. Alors ces gens-là, ils vont avoir pour mission d'essayer de maintenir la performance sur le temps long. Et pour ça, ils vont former leurs équipes, ils vont s'occuper de leurs managers, ils vont essayer de partager le plus de sens dans leur projet. C'est ça ce que j'appelle la vision humaniste du projet. Est-ce que l'existence de tels biais de communication sont des signes de défiance qui marqueraient finalement la rupture entre les employés et leurs représentants, les RH ? Je suis embêté, en même temps je suis pas naïf. C'est-à-dire que je suis embêté et bien sûr que j'aimerais que si ça m'arrivait, les gens soient venus m'en parler et qu'on ait pu essayer de déminer le sujet. Ce que je constate quand même, c'est que si ces gens préfèrent témoigner sur la place publique au travers de comptes Instagram, c'est qu'ils ont tout simplement pas confiance dans les interlocuteurs qu'ils ont trouvés à l'intérieur de l'organisation, que ça soit leur manager, leur fondateur ou leur RH. Alors pour moi, il y a 2 possibilités. Soit ils ont déjà beaucoup essayé, en fait ils sont déçus parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Soit ils jugent qu'ils auront plus d'impact à mobiliser l'opinion publique qu'à essayer de changer les choses de l'intérieur. Et dans un cas comme dans l'autre, moi ça m'interroge beaucoup sur la relation qui existe dans ce type d'entreprise en particulier. Souvent, on dit que on lave son linge sale en famille. On se dit les choses pour que ça s'améliore. La spécificité d'une start-up, c'est que c'est souvent des communautés de personnes qui sont très proches et qui sont en mesure de se dire les choses. Et quand cette confiance, elle est trahie, que tu sens que tu n'as pas la possibilité de pouvoir t'exprimer, de faire du feedback,
et que ce feedback soit entendu, c'est pas simplement le faire, mais qu'il se passe des choses derrière, alors à ce moment-là, tu te sens démuni. Encore plus quand il s'est passé des choses potentiellement graves ou déviantes sur le plan managérial, qui ont produit potentiellement des collaborateurs ou des équipes à connaître des situations de burn-out ou des situations de détresse. Alors à ce moment-là, j'ai l'impression qu'en tout cas, des gens veulent rendre coup pour coup. Et il fait un effet boule de neige qui est un peu celui qu'on peut retrouver en ce moment, qui crée beaucoup d'amalgames, pour lequel il manque forcément des filtres, mais qui souligne que le problème n'a pas été traité en amont. Et c'est bien ça le problème. Et est-ce que toi, là, dans ton poste actuel, chez Sandoz, tu as mis en place des process pour faciliter l'échange? Est-ce que tu as des anecdotes concrètes à nous raconter sur comment est-ce que tu t'instaures ou tu recrées du lien plutôt entre les salariés et toi? Alors, je souris en te répondant parce que j'ai démarré il y a à peu près 7 mois sur un fonctionnement 100% à distance. Ça m'empêche pas de faire de la proximité, mais c'est pas de la proximité comme je l'entendais avant. Je vois pas les gens au café, je me rends pas disponible pour déjeuner. Par contre, j'ai dû faire à peu près 150 entretiens Zoom individuels avec des gens pour échanger. C'est différent quand même. Je crois qu'à un moment, la proximité physique ou les habitudes que l'on a prises aussi de construire cette relation de confiance par la proximité physique font que j'ai pas l'impression d'avoir le même niveau d'intimité avec les gens. Néanmoins, je pense que par la fonction et aussi par, j'espère, la posture que je peux avoir, on crée les conditions pour que des gens viennent se confier à moi. J'ai une anecdote, plusieurs à te partager. Tu vois, j'ai une personne dans mes équipes qui est venue me parler de ces enjeux de maternité. Là, on parle vraiment de sujets liés à l'intime. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier-là, c'est que tu peux évidemment avoir à gérer des situations très complexes et aussi des moments qui sont incroyables. Tu peux aussi avoir une conversation très profonde ou très riche avec des femmes qui se posent des questions sur l'impact de leur maternité sur la suite de leur carrière et qui se créent des stress très forts qui des fois d'ailleurs peuvent être corrélés ou non, ça c'est la médecine qui le dit, sur leur capacité justement à pouvoir être rapidement enceinte. Et moi je suis passionné par ces sujets-là et me dire que si on peut contribuer à justement à diminuer le niveau de stress sur ces sujets-là et qu'ensuite ça permet d'avancer, alors moi j'estime avoir fait mon job. Je sais pas si la situation du moment me permet de créer plus de liens. En tout cas, j'essaie de le créer au maximum en étant le plus ouvert possible, en provoquant les rendez-vous pour rencontrer les équipes, notamment parce que j'étais en onboarding et donc l'idée c'était de faire en sorte que ces moments aient lieu. Mais cette femme qui se confie à Jordan sur sa crainte quant aux répercussions de la maternité sur sa carrière, comment lui accueille-t-il sa parole? Parle-t-il en son nom ou se fait-il le relais de la voix de l'entreprise? Je pense que tu parles avant tout avec tes convictions. Et ça, c'est le propre aussi, je trouve, de ce métier-là. C'est que tes propres convictions parlent pour toi. Après, ces convictions, elles doivent s'inscrire évidemment dans une politique d'entreprise. J'ai la chance, moi, d'être dans une organisation qui a mis en place le congé parentalité qui permet au deuxième parent de bénéficier de près de 16 semaines de congé lorsque l'un des parents enfante. Et je présente les choses vraiment comme ça parce que du coup, il y a une ouverture sur ce que veut dire la parentalité aussi quand je présente les choses de cette manière-là. Mais pour répondre concrètement à ta question sur ce cas-là, les maternités, c'est très particulier ou ces conversations-là parce que ça peut te toucher à titre personnel et que dans ces moments-là, tu peux laisser aussi l'ouverture à ton empathie et donc féliciter. C'est la première chose parce que c'est une super nouvelle et c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui viennent te voir un peu apeurés, tu vois, en te disant mais comment on va me juger? Est-ce qu'on va me dire c'est bon, t'es foutu pour l'organisation, tu pourras plus évoluer. Est-ce que mon RH va me juger ou quels sont les conseils qu'il va pouvoir me donner? Et moi, je suis pas là pour donner des conseils sur la maternité. Je suis là pour répondre aux questions, rassurer sur le fait que l'organisation sera toujours là quand la personne reviendra, et aussi essayer de créer les conditions pour que la personne elle puisse se dire que c'est le moment d'en profiter. Des fois, en fait, juste si tu le dis pas, il y a certaines personnes qui naturellement vont le faire, et juste si tu ne cadres pas le fait que mais c'est super ok maintenant de prendre du temps pour soi, c'est très important de prendre aussi moins de charges, moins de stress pour préparer la maternité dans les meilleures conditions. Je pense que ça génère aussi, enfin ça permet en tout cas que derrière il y ait moins de culpabilité sur je vais lâcher mon équipe pendant quelques mois, ça va leur faire une surcharge de travail, ça va bouleverser ma vie, qui sont plein de questions génératrices de stress qui font que parfois tu as des femmes notamment, ça se voit beaucoup dans les organisations, qui hésitent à revenir ou des pics de demande de rupture conventionnelle
C'est très Et ça, pour moi, c'est gravissime sur ce sujet-là. Il y a évidemment plein d'autres sujets sur lesquels les convictions RH peuvent servir. J'aimerais, si tu le veux bien, qu'on aborde ton expérience au slip français, tout en restant dans cet axe de gestion de crise. Déjà, si tu pouvais revenir en 2-3 mots sur les grandes lignes de ce qui s'est passé et surtout comment est-ce que toi, en tant à l'époque que seul RH donc de cette boîte, tu as pu gérer cette crise. On a des vidéos qui ont circulé sur Instagram tout début janvier 2020 qui montraient deux de nos salariés de l'époque lors d'une soirée privée qui étaient déguisés d'une manière totalement inappropriée et qui surtout fréquentaient une personne, puisque la soirée était composée de 3 personnes, une personne qui faisait un blackface. Et donc ces vidéos ont été diffusées sur Instagram, puis ensuite relayées par des comptes qui dénonçaient ce genre de pratique. Et le nom du slip français, à un moment, était associé aux personnes présentes sur la vidéo, qui étaient pour 2 des 3 des salariés de l'entreprise, ce qui a créé un énorme effet boule de neige et un déchaînement et de revendications et d'attaques contre la marque, avec évidemment tout ce qu'il peut y avoir comme dérive, d'amalgame autour de tout ça. Donc ça, c'est pour la description de ce qui s'est passé. Tu me demandais comment j'ai réagi et comment on a géré cette crise, qui est à la fois une crise externe, bien entendu, et une crise interne aussi énorme quand tes salariés sont concernés et sont attaqués. Je parle à la fois de ceux présents sur les vidéos, mais aussi de tous ceux qui n'étaient pas du tout sur ces vidéos, puisque c'était encore une fois une soirée privée, mais que l'amalgame est vite fait. Tu fais partie du slip français, donc tu soutiens ou tu aurais été complice de ce genre d'acte. Sur la manière de le gérer en tant que RH, je te dirais que on a tous essayé, et je pense que ça fait partie de mon rôle dans ces moments-là, de garder la tête froide et le sens des priorités. Le sens des priorités, c'est dans un premier temps protéger les salariés, accompagner notre fondateur Guillaume, faire en sorte de prendre les décisions qui s'imposaient, encore une fois dans le respect du droit du travail, avec une éthique liée à notre métier, mais aussi une éthique morale de traitement équitable des salariés. Peu importe ce qu'ils aient fait, ils ont droit à un traitement qui soit encore une fois dans le respect de ce que le droit du travail français nous impose de faire, en prenant aussi le temps de bien faire les choses. C'est-à-dire que il y a une mise à pied qui a été décidée très rapidement, mais cette mise à pied dans le droit français, elle te permet et elle donne du temps en termes d'étapes pour pouvoir prendre des décisions vis-à-vis des salariés concernés ou vis-à-vis de ce qui se passe en termes d'événements. Et ça, c'était très important pour nous. Et ça, tu as réussi justement à garder à pas être submergé par cette vague, j'imagine, qui a dû être assez violente. Comment toi, tu t'es senti psychologiquement ? Je pense que c'est toujours pareil. C'est là que tu éprouves ce que ça veut dire que la résilience, je pense. Parce que personnellement, tu n'y es jamais vraiment préparé à genre de raz-de-marée. Tu peux avoir fait des formations à la gestion de crise et avoir un peu de quelques méthodes sur le sujet. Quand ça t'arrive et que tu le vis de l'intérieur, c'est dans ces moments-là que c'est hyper important d'être bien entouré, tu vois, d'être bien ancré par tes valeurs, là tes valeurs personnelles, mais aussi avoir des amis avec qui en parler pour accepter de prendre la moindre mauvaise décision à la fin. Je pense aussi que c'est ultra important de repartir de ses convictions. Quelles sont les convictions qui font la spécificité de ton métier et qui font que tu espères le faire d'une manière juste. Par exemple, moi, l'équité de traitement, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant dans ma manière de faire des RH. En fait, c'est le premier truc qui m'est venu dans ce cas-là. Quand on a reçu les 2 salariés concernés le premier jour, bien entendu qu'on savait que ce qu'ils avaient fait était absolument répréhensible, mais surtout, on a voulu les protéger au départ, parce qu'ils étaient menacés dans leur intégrité physique, parce qu'ils étaient menacés sur les réseaux sociaux, et que donc ma priorité à moi, c'est de les protéger comme je protégerais n'importe quel salarié de l'organisation. Et donc, tu fais ça pour eux, et ensuite, tu t'occupes du reste des équipes qui, évidemment, ont été extrêmement touchées. D'un point de vue externe, est-ce que tu as été très sollicité par peut-être des médias, par le milieu aussi RH ? Comment ça s'est passé ?
Alors, il y a peut-être une gestion à deux niveaux qui est très liée au fait que Guillaume, notre fondateur, est très sollicité en règle générale à l'externe parce qu'il est le porteur de la philosophie du slip, de l'ambition de l'entreprise, et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de convictions sur tout un tas de sujets, donc il a pris lui en charge le volet externe. Je lui demandais si on avait des sollicitations de journalistes ou de médias, bien entendu, beaucoup, et souvent on n'était évidemment pas prêt à y répondre, pas par volonté de pas communiquer, mais par volonté à des moments de nous laisser aussi le temps de digérer pour pouvoir dire des choses intelligentes, sensées, et pas simplement à chaud sur ce type d'événement. Encore une fois, quand en 24-48 heures, tu as plus de 3000 commentaires, c'est un vrai emballement médiatique. Là, on parle dans l'emballement sur les réseaux sociaux, et puis ensuite, tu as les médias nationaux qui relaient ce type de situation. Les sollicitations RH, elles ont été nombreuses, de personnes voulant en savoir plus, mais aussi de personnes qui étaient très solidaires. Traverser une crise comme celle-là, c'est pas rien. Je pense que toutes les personnes de ton métier et toutes les personnes de ton entourage, elles se mettent à ta place en essayant de te soutenir d'abord et en te disant qu'elles sont là. Et je pense que c'était le plus important dans cette gestion de crise. Et évidemment qu'on a eu le temps d'en débriefer beaucoup par la suite. Mais je pense que sur le moment, ce dont tu as besoin, c'est que les gens qui doivent être là soient là, que les experts, tu puisses les mobiliser, un avocat en droit social ou autre notamment, pour pouvoir prendre une décision la plus éclairée possible. Et c'est ce qui s'est passé pendant les 10 jours ou les 15 jours qui ont structuré cette période-là. Je crois que pour le coup, c'est bien un enseignement de la gestion de crise. Il faut savoir rester dans sa bulle. Et d'ailleurs, c'est toutes les recommandations en termes de méthodologie de gestion de crise. C'est quand ça t'arrive, il faut créer une cellule de crise. Cette cellule de crise, elle doit être assez restreinte. Quand je dis assez restreinte, c'est-à-dire que quand tu as un comité de direction, par exemple, la cellule de crise, elle peut même pas englober tout le comité de direction. Alors, ça dépend de sa taille, mais grosso modo, nous, la cellule de crise, elle était composée de 4 personnes. Pour prendre des décisions rapides. Et 4 personnes, ça fait déjà 4 points de vue potentiels sur les sujets. Et nous, on était sur des sujets assez clivants, au-delà de comment tu vas réagir, est-ce que tu communiques pas, quelle décision prendre à la fin. Et après, la responsabilité de la cellule de prise, c'est de mobiliser des expertises qui peuvent être internes ou qui peuvent être externes pour prendre des décisions éclairées. Donc, bien entendu, prendre des expertises, c'est solliciter des spécialistes RH qui vont donner leur éclairage sur cet aspect-là, solliciter des avocats ou des spécialistes du droit social pour prendre la décision la plus juridiquement juste. Et bien entendu qu'on a consulté aussi l'ensemble de nos parties prenantes, nos fonds, des banques qui peuvent vouloir échanger sur le sujet pour être assurés. On a aussi évidemment écouté notre communauté et les clients qui réagissaient beaucoup. D'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, certains prenant la défense de ce qui nous arrivait en disant que c'était intolérable qu'un tel flot de haine se déchaîne, d'autres qui nous interpellaient beaucoup en nous demandant de réagir et en nous demandant de justifier ce qu'on allait faire par la suite. Là, vous allez entendre Jordan se confier un peu plus sur la cellule de crise et la communication a posteriori qui l'accompagne. Après, je pense que c'est là que le cas du slip français il est intéressant, c'est que quand tu es une entreprise qui communique beaucoup, qui utilise les codes des réseaux sociaux, dans ces moments-là, si tu repars sur une communication très institutionnelle où tu ne communiques pas, on va t'accuser d'être complètement en décalage avec ton ADN. Donc, il faut essayer de garder les codes. Nous, on était dans des codes très décalés, avec des fois un humour en dessous de la ceinture. Donc, dans ces moments-là, évidemment, tu te gardes de faire des blagues. Mais par contre, tu te dois de communiquer. Et je pense que c'est un peu ça qui a pu faire bizarre à notre communauté, c'est que on a fait des statements, mais courts, comme un communiqué de presse, mais parce que c'est repris et relayé par tous les médias. Donc, il faut des phrases auxquelles les médias se réfèrent. À l'inverse, quand tu es une entreprise qui a des codes différents de communication, tu peux te permettre d'avoir une communication plus institutionnelle et ça ne va pas choquer ta communauté. Néanmoins, les gens ne se mettent pas à notre place. Mais en même temps, on ne peut pas leur demander parce qu'ils n'y sont pas à notre place. On pourrait se dire, est-ce qu'on pourrait attendre un peu de recul sur les réseaux sociaux et moins de déchaînement de haine, mais c'est malheureusement la manière dont ces réseaux sont structurés. Ça permet une réaction à chaud en permanence, ce qu'on appelle du hot topic en com. Donc, il faut réussir à le filtrer
Et justement, c'est là que c'est important d'être dans ta bulle dans ces moments-là. C'est que, en fait, moi, pendant 2 semaines, j'ai absolument pas allumé les réseaux sociaux. Parce que pour prendre la moins mauvaise décision ou la meilleure décision qui s'imposait au regard du contexte, je peux pas la prendre au regard de commentaires de haine ou de commentaires même de soutien d'un autre côté. Il faut que je le prenne, encore une fois, en gardant la tête froide pour faire en sorte, justement, de préserver l'équilibre d'une culture d'entreprise qui était super forte, mais fragilisée par ce qui venait de nous arriver. La volonté aussi de nous engager sur les thématiques sur lesquelles on était interpellés, qui étaient les thématiques de la diversité et de la représentativité au sein des startups et évidemment de notre organisation. Et je pense que la réponse, elle est là-dessus. Il faut répondre sur le fond, répondre sur la forme. Ça ne fait, je pense, qu'amplifier. Et d'ailleurs, c'est la preuve, quand tu communiques trop, tu alimentes l'effet boule de neige. Et justement, à ce sujet, comme on peut parler dans ton cas d'une reconversion un peu sur le tard, est-ce que tu avais conscience, dans ta formation notamment et par rapport à tes propres expériences, de l'importance de cette gestion de crise? En d'autres termes, est-ce que tu avais aussi les ressources? Tu en as déjà un peu parlé. Enfin, sincèrement, je crois ce serait très présomptueux et malhonnête de dire qu'on est préparé à ce qui m'est et ce qui à nous est arrivé. Tant que t'as pas vécu ta première crise, je pense que tu y es jamais préparé. Et quand une nouvelle se présente, c'est encore une fois un nouveau monde qui s'ouvre devant toi et c'est extrêmement perturbant. Donc, évidemment, quand t'es RH, tu dis que tu auras toujours des moments pas forcément évidents à gérer. Tu vois, un licenciement, des problèmes de comportement dans une équipe, des décisions pas faciles à prendre lorsque l'entreprise elle va pas bien, par exemple. Mais tu n'es ni préparé ni formé pour bien gérer une crise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des experts en gestion de crise, notamment en communication de crise, qui viennent t'aider. Il y a des méthodes, ça c'est sûr. Mais finalement, dans une entreprise, à qui incombe cette dimension et toute cette question de l'irréputation? Je pense qu'avec ce qui est arrivé au slip, on peut plus dire que le sujet doit pas être porté par les ressources humaines. Ce sujet-là, même si effectivement, comme tu le disais, c'est pas un sujet 100% RH, je pense que en tant qu'RH, notre devoir, c'est de protéger nos équipes et de faire en sorte qu'elles aient toutes les compétences, toutes les ressources pour être performantes et qu'elles soient ouvertes et curieuses au monde qui les entoure. Aujourd'hui, avoir conscience du monde qui nous entoure, c'est aussi être sensibilisé à ces dérives et aux dérives que peuvent potentiellement amener les réseaux sociaux. Donc, on parlait tout à l'heure, un réseau social, c'est hyper intéressant pour une communication plus directe avec une communauté, peut-être la révélation de choses comme ça peut être le cas sur Balance Ta Startup ou de dérives, et c'est intéressant, mais le risque que ça fait courir, c'est que dans la vie pro comme dans la vie perso, tu es ce que tu dis, tu es parfois la marque pour laquelle tu travailles, et donc le comportement que tu as, et en tout cas ou celui que tu traduis sur les réseaux, peut avoir un impact sur la marque, et inversement, la marque pour laquelle tu travailles peut avoir un impact sur toi, puisqu'il suffit qu'il y ait une crise de réputation, et on me parlera très probablement toute ma vie de ce que j'ai vécu au slip. Je serais très fier de raconter comment on l'a géré, ce qu'est cette boîte, et l'engagement qu'on a et que l'entreprise a toujours. Mais en tout cas, ça aura marqué les réseaux et l'imaginaire collectif. Mais dans le cas où on incarne une partie de l'entreprise et vice-versa, quid de la frontière entre vie pro et vie perso? J'aimerais me dire qu'on a le choix. Et je pense qu'on a le choix parce que si on compartimente bien, je pense qu'on peut encore bien segmenter les deux. Il faut espérer qu'on puisse être protégé de tout ça, mais il ne faut pas non plus, encore une fois, être naïf et inconscient. La réalité, c'est que la porosité entre les deux, elle est de plus en plus réelle. À la fois parce que, et notamment en start-up, on utilise beaucoup les équipes comme ambassadeurs, défenseurs de la marque, parce qu'on veut montrer qu'on est fier de la culture d'entreprise qu'on a développée, parce qu'on veut montrer qu'on est une équipe et que cette équipe elle est incarnée au travers des personnalités de tous les salariés qui la composent. Mais du coup, on expose les gens. Quand tu utilises un ambassadeur justement de marque, souvent cet ambassadeur, il est payé pour ça, il est entraîné pour ça. Souvent, c'est des personnalités en fait. Alors que là, on fait porter le rôle d'avocat, d'ambassadeur de la marque par tout un chacun. Et ça, tout le monde n'y est pas forcément préparé. Et donc, le défaut, et évidemment que je l'ai réalisé avec ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est que je me suis dit, oui, on aurait dû et on devrait tous être formés à ce que c'est que la réputation pour faire le choix.
Après, charge à nous de nous exposer, charge à nous de parler sur les réseaux et d'en connaître surtout les conséquences. Je sais que en témoignant aujourd'hui avec vous, il y a des gens qui seront potentiellement pas d'accord avec moi et ce sera très OK. Et il y a des gens qui seront d'accord avec moi et ce sera OK aussi. Mais il faut être prêt à accepter la contradiction. Mais si tu n'y es pas prêt ou si tu n'as pas envie de t'exposer, il faut que ça soit aussi OK. Et que les organisations ne poussent pas ou n'obligent pas par un effet de groupe, par un effet de masse, les gens à s'exposer parce que c'est au moment où tu n'es pas prêt qu'il y a des dérives qui peuvent arriver et que pour le coup, ces dérives, elles peuvent être très graves parce qu'elles vont avoir une implication sur ta vie professionnelle, mais comme on a parlé de porosité, sur ta vie personnelle aussi. Et c'est là que ça devient problématique. Je sais que tu l'as dit là toi-même, tu sais qu'on parlera toujours du slip et c'est notamment ma dernière question un peu sur le slip, mais avec un prisme un peu plus large, est-ce que tu considères vraiment ce qui s'est passé pour toi comme un tournant dans ta carrière, dans ta vision notamment des ressources humaines? Est-ce que j'imagine que tu as forcément intellectualisé aussi ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? C'est sûr que c'est un moment marquant. Après ça, tu abordes sûrement ton métier avec beaucoup moins d'insouciance, je pense. Est-ce que c'est un tournant véritable? Je crois pas. Je me suis pas dit, tu vois, après ça, je veux plus jamais faire ce métier, ou bien les startups c'est pas pour moi, ou je bosserai plutôt pour des marques qui font du B2B ou complètement confidentiel. Et au final, c'est arrivé quelques semaines avant le premier confinement, ce qui m'a paradoxalement peut-être aussi permis de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. C'est vrai que j'aurais vécu en très peu de temps des moments très intenses avec des choix difficiles, mais quand tu mets ça en perspective de ce qu'on vit depuis un an, je pense que tu relativises beaucoup des choix difficiles. On a tous eu à faire. Et Guillaume, le fondateur du slip, a l'habitude de dire que à la fin, on ne vend que des slips. Et je pense que c'est un peu ça la réalité. C'est que ce qui s'est passé, bien entendu, que ça a révélé des choses et des actions ont été prises derrière pour qu'on travaille la problématique de la diversité dans le monde des startups et dans les organisations. Mais la réalité des choix qu'on a dû prendre, qui étaient des choix difficiles, quand tu les mets en perspective de ce qu'on traverse depuis un an, oui, je pense que ça t'aide à relativiser et à prendre du recul. Bon, en fait, c'était pas tout à fait ma dernière question au sujet du slip français. Jordan m'avait confié en off que le manque de diversité dans le monde des startups le touchait tout particulièrement. Bien sûr que ça m'a touché. Alors ça m'a touché personnellement, d'abord parce que je suis un ancien boursier, que j'ai eu la chance de faire des rencontres dans mon parcours scolaire qui m'ont inspiré, donné envie de faire une prépa, de me financer ensuite mon école avant de démarrer mon parcours professionnel. Donc ça m'a touché parce que l'image que ça renvoyait aussi de notre équipe, de ce que l'on était, elle était aux antipodes des personnes avec lesquelles je travaillais au quotidien et des valeurs qu'on essayait de porter. Et ça touche forcément. Mais au-delà de ce que ça m'a fait ou de ce qu'on a vécu, je pense que le problème de fond, c'est que ça illustre que au sein de nos entreprises, aussi visible soit-elle, on ne répondra pas à la problématique de la diversité seule. Le slip français ne va pas répondre seul à la problématique de des diversités en start-up ou aux problématiques de diversité qui peuvent exister dans bon nombre d'organisations. Parce que cette problématique-là, c'est la problématique de la reproduction sociale et de la tendance qu'on a beaucoup trop d'entreprises et probablement encore plus beaucoup de start-up à dès le début ne recruter que des profils similaires. Et ça ne vient pas que du monde de l'entreprise, ça vient aussi de cette reproduction qui existe dès l'école. On peut attirer l'attention sur une problématique de société, mais on ne peut pas régler la problématique de société en un claquement de doigts ou en un an même de démarche. Ce que j'ai réalisé, c'est plus fortement, c'est que au travers de l'épisode qu'on a vécu et de mes rencontres avec des acteurs du monde de la diversité, des associations, des cabinets de recrutement comme Mosaïque RH ou autres, c'est que sans une action forte, volontariste et coordonnée surtout, et c'est là que le monde des startups dans son ensemble doit pouvoir se lever et prendre ce sujet à bras-le-corps, c'est impossible de tenter de corriger le système. Parce que ce système, il est à l'intérieur d'une société au sein de laquelle la problématique de la diversité est un vrai sujet. Et je ne vais pas essayer dans mon propos de dédouaner encore une fois les startups sur le fait qu'il n'y ait pas de diversité, mais je vois cette difficulté à ce que le sujet avance pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que de manière hyper concrète, quand tu montes ton entreprise, que ce soit une startup ou une PME, très souvent, tu pars au plus pressé. Le plus pressé, c'est quoi? C'est trouver des fonds et des compétences. Pour les fonds, c'est super facile, il y a des banques. Pour les compétences, souvent, il y a tes potes ou les potes de tes potes.
Le problème, c'est que tes potes ou les potes de tes potes, c'est souvent eux qui reflètent le milieu d'où tu viens, celui où tu as grandi, l'école où tu es allé, le club de sport, voire le type de sport que tu as pratiqué. Ouais, ce sont des gens qui te ressemblent, quoi. Exactement, c'est des gens qui te ressemblent. Et du coup, sur la problématique de la diversité, le point, c'est que c'est à nous de la créer. Parce qu'elle va pas se décréter. Moi, si j'avais pas fait une école de commerce, si j'avais pas fait les bonnes rencontres par ce biais, j'aurais peut-être jamais eu l'ambition ni la possibilité de rencontrer Guillaume, le fondateur du slip, et de devenir un jour le DRH du slip français. Je pense qu'on a tous le pouvoir de changer vraiment les choses et d'agir sur des sujets de fond. La diversité en fait partie, mais en respectant les minima de personnel handicapé dans une entreprise, en empêchant les disparités salariales entre les hommes et les femmes, en formant tes managers au management pour que tes salariés soient correctement accompagnés et heureux de venir bosser au quotidien. Pour moi, on a ce choix à faire. Ne pas le faire, c'est la preuve qu'on n'a peut-être pas de conviction sur le sujet, et ça peut être un problème, et donc les actions de sensibilisation sont super importantes, ou la preuve que peut-être que le modèle, très accéléré, on fait souvent une start-up parce qu'on veut pouvoir faire en 5 ans ce que d'autres boîtes auraient fait en 10, nous invite à faire des choix. Et moi, j'aimerais que ces choix se fassent pas au détriment de sujets, encore une fois, profonds de société, qui apportent énormément de richesse et, je pense, de performance durable aux organisations. Mais pour moi, on est au début de l'histoire. Souvent, pour qu'une prise de conscience forte ait lieu, il faut malheureusement une crise. Et si ce qui est arrivé, encore une fois, permet que les choses changent sur un temps court, alors on pourra se dire qu'au moins ça aura servi à quelque chose. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet échange avec Jordan ? N'hésitez pas à nous laisser vos petits mots sur LinkedIn ou sur toutes les autres plateformes. On prend un vrai plaisir à vous lire. À bientôt !